Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là pour partager avec vous les recherches depuis de nombreuses années autour des matériaux biosourcés, que j'aime appeler les matériaux éco-locaux, parce qu'il ne suffit pas qu'ils soient écologiques. S'ils sont transportés sur plusieurs milliers de kilomètres, beaucoup d'intérêt de ces matériaux est perdu. Donc, en fait, il y a deux conférences. Aujourd'hui, c'est une conférence sur la terre, la pierre, c'est-à-dire les matériaux en grains. Et il y aura mercredi, même lieu, même heure, une autre conférence qui, elle, sera sur les matériaux en fibre, c'est-à-dire plutôt le bois et la paille, le chaume, le chanvre. Donc on va partir ensemble pour un petit tour de France de la pierre et de la terre et de ce qu'on peut faire avec. Et on va commencer donc par la pierre. Quand on parle d'un matériau écologique, il faut déjà voir quelle est la ressource. La ressource en France, elle est vraiment assez importante puisque on a quasiment tous les types de pierres que vous pouvez avoir, c'est-à-dire à la fois du calcaire, du schiste, du grès, du granit, on a aussi un peu de marbre. Donc la ressource est là, elle est abondante. Et cette matière, c'est une matière noble qui a une puissance très importante que le photographe d'architecture Pierre-Yves Bruno a extrêmement bien montré dans une série de photos pour une exposition. J'en ai choisi quelques-unes que je partage avec vous, donc pour voir le travail dans une carrière. Donc là, c'est une carrière de calcaire dans le sud de la France. Donc vous voyez comment ce matériau est découpé et mis en œuvre. En fait, les matériaux biosourcés et aussi les matériaux premiers, c'est-à-dire la terre et la pierre, sont des matériaux que l'on retrouvait dans l'architecture vernaculaire d'une manière tout à fait naturelle et courante, puisque jusqu'il y a à peu près 150 ans, c'est-à-dire jusqu'au développement d'abord du béton et de l'acier, de l'aluminium, du PVC, on travaillait toujours avec les matériaux qu'on prenait directement sur le site. Et vous voyez qu'on a fait dans le passé des bâtiments qui non seulement avaient une très grande beauté, une très grande force architecturale, mais aussi des bâtiments très pérennes. Ça, c'est le pont du Gard à côté de Nîmes, donc un bâtiment en pierre, en calcaire. Vous voyez, à cause de l'effet Venturi, certaines pierres ont été un petit peu érodées, mais c'est un bâtiment qui tient debout. Maintenant, on ne peut plus y passer en voiture, mais dans le passé, il était aussi utilisé, je me rappelle y avoir été quand j'étais enfant. Ça, c'est un autre bâtiment traditionnel en pierre. C'est un château, le château de Mayenne. C'est un des plus anciens ensembles moyenâgeux d'Europe, un des mieux conservés. Et dans ce bâtiment, vous voyez ici une petite intervention avec du bois. Enfin, c'est la partie émergente d'une intervention qui est plus importante de Philippe Madec, un architecte qui va faire une conférence mercredi, que je vous invite vraiment à aller voir. Et donc cette intervention, elle est en bois, justement pour ne pas être en confrontation, mais en dialogue avec cet existant très, très important au niveau du patrimoine. Et vous voyez qu'il a travaillé donc avec des murs en pierre existants. Il y a eu des parties en pierre qui ont été reconstruites, et autrement il a travaillé avec du bois. C'est un bâtiment qui aurait pu être aussi bien dans ma conférence sur la pierre que sur celle sur le bois. Donc ça, il a travaillé là avec des entreprises qui travaillent sur les monuments historiques, Perrault Frères, qui sont vraiment d'une très grande qualité. Mais donc vous avez vu la tradition, on avait des blocs qui étaient plutôt assez petits. Et en fait, le renouveau de la construction en pierre en France doit beaucoup à un architecte qui s'appelle Gilles Perrodin et qui a redécouvert la carrière qui avait servi à extraire la pierre utilisée pour le pont du Gard
Et ça, c'est son deuxième bâtiment. C'était un chef, c'était un architecte, mais qui a aussi un vignoble. Et donc le premier chai, il l'a fait pour lui. Ça, c'est le deuxième, le chai des Orelles. À chaque fois, ce sont des chais qui sont autour de Montpellier, entre Nîmes et Montpellier. Et vous voyez donc que là, il travaille avec des pierres. On voit un petit peu sur le calpinage. Malheureusement, c'est pas assez aussi net que je le souhaiterais. Et donc là, tout d'un coup, la pierre prend une qualité tout à fait différente. Et en fait, vous allez peut-être être étonné, mais ce bâtiment-là, il l'a construit pour le prix d'un hangar métallique. Pourquoi? Parce que dans cette carrière, il a utilisé un peu les rebuts, c'est-à-dire de la pierre qui n'était pas absolument parfaite, et donc il a eu relativement bon marché. Et là, vous voyez ces blocs, la manière dont ils sont utilisés, et ils sont utilisés sans isolation thermique, ni par l'intérieur, ni par l'extérieur, c'est-à-dire que ce sont les blocs qui servent à la fois d'éléments porteurs, de finition à l'intérieur, de finition à l'extérieur et aussi de régulateurs thermiques. On est dans le sud de la France, là le problème c'est plus le confort d'été que le confort d'hiver. Et les blocs, dans les travaux de l'agence Perrodin, en général, ont une épaisseur de 40 à 60 cm, selon le lieu, selon le type de programme. Ils sont hauts d'à peu près 1 mètre et longs d'à peu près 2 mètres. Et donc vous voyez qu'on peut construire très vite et un petit peu à la manière d'un Lego. Toujours la même agence, donc Perrodin Architecte a fait un autre chai pour le monastère de Solan, toujours dans le même coin, dans le Languedoc-Roussillon. C'est pour une communauté religieuse, donc dans ce chai qui complète un monastère existant, il y a à la fois, donc ils font à la fois des confitures et du vin bio. Et c'est aussi pour ça que aussi bien le propriétaire du chai des Orelles que le propriétaire, les sœurs du chai de Solan ont choisi la pierre, tout simplement parce que c'est un matériau qui a des joints à la chaux, c'est-à-dire qui n'a aucune matière chimique. Et c'est bien sûr très important quand on produit du vin bio ou des confitures bio. Une des grandes particularités de cette agence, c'est de travailler très profondément sur le calpinage que vous voyez ici. Donc vous voyez qu'en fait avec 4 types de dimensions, ils font tout le bâtiment. Et c'est ça aussi qui est économique, puisqu'il y a peu d'éléments et peu de coupes. Et donc, comme ça permet d'avancer. Alors, j'aime beaucoup cette image parce que Gilles Perrodin me dit c'est un bâtiment qui est en autoconstruction. Et quand je vois cette image, je me dis, bon, ben, les sœurs, elles sont en bas, elles chantent des cantiques, et puis les ouvriers, ils construisent en haut. Donc, c'est sa vision de l'autoconstruction. Et j'ai choisi cette image-là parce que quand je la vois quelque part, j'ai presque l'odeur et presque le goût. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il paraît qu'il y a du vin assez bon sur le pavillon de la France. Donc peut-être que vous aurez l'occasion de le goûter aussi pour prolonger cette vision que vous avez là. Alors toujours la même agence avec toujours la même pierre, puisque sur ce musée des vins et académie de guitare qui se trouve en Corse, l'équipe de Perrodin a essayé d'abord d'utiliser de la pierre locale et puis ils se sont rendus compte qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Donc là, il y a à la fois de la pierre corse et de la pierre du Luberon qui, elle, a dû être importée du continent. Donc là, vous voyez un petit peu comment ils travaillent cette pierre qui a une matière relativement brute. Et en fait, on dirait presque des sucres, vous savez, posés les uns à côté des autres ou un Lego. Et voilà, donc là encore, vous vous rendez compte des dimensions, à peu près 50 cm d'épaisseur, 1 mètre de haut et 2 mètres de long. Alors, Gilles Perrodin, qui enseigne aussi à l'école d'architecture de Montpellier, a fait des émules, bien sûr, en particulier dans sa région, et à Nîmes, il y a cette école qui a été construite. Alors pourquoi est-ce que là le rez-de-chaussée est en pierre? C'est tout simplement parce que c'est une zone inondable. Donc le rez-de-chaussée est en pierre massive, voilà la construction, et puis au-dessus ils ont fait un étage à ossature bois avec un porte-à-faux en métal.
Toujours dans la même région, un bâtiment qui là encore aurait pu aussi bien être présenté dans la partie bois que dans la partie pierre. Et là, il y a un point qui est pour moi très important, c'est que ce qui est éco-responsable, ce n'est pas d'utiliser une quantité massive de pierre ou de bois, si possible local, mais c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit. Et je pense que des matériaux comme l'acier ou le béton ou l'aluminium, qui sont des matériaux qui ont leur qualité, dont on a besoin pour certains endroits, ils sont quelque part trop précieux puisqu'on sait que la ressource est limitée pour les employer à des endroits où d'autres matériaux qui, eux, sont renouvelables ou qui ont une plus faible énergie grise pourraient être utilisés. Donc ça, c'est encore du vin. Nous sommes français, donc un pôle œnotouristique entre Nîmes et Montpellier. Et c'est un bâtiment qui est très représentatif de deux thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur, à moi et aussi à mon ami Philippe Madec, dont je vous ai dit qu'il ferait une conférence demain. D'ailleurs, on a signé ensemble ce petit livre avec ce titre-là, c'est-à-dire modernité rurale et simplicité volontaire. Et sur ce bâtiment, non seulement le bois vient du sud de la France, mais la pierre est locale. Il y a une partie de la pierre qui vient d'une carrière qui se trouve à 8 km du lieu du chantier, et l'autre partie de la pierre vient de la carrière de Vers, qui est aussi la carrière du pont du Gard. Donc là, vous voyez comment les artisans, c'était aussi des artisans des chômeurs auxquels on essayait de redonner du travail. Donc il y a eu plusieurs milliers d'heures de ce type-là pour remettre des gens au travail avec un travail artisanal qui vraiment donne de la valeur au temps qu'ils y passent. Et vous voyez ici dans le fond ce que chez moi on appelle gariote, ce que eux appellent caselle, c'est-à-dire des anciennes cabanes de bergers. Et ces cabanes de bergers qui sont en pierre, vous savez comment on les construit? Eh bien, ils ont utilisé un moule en bois, et donc ensuite ils ont construit, et c'est là que se trouve, donc c'est un pôle œnotouristique, donc ils vendent du vin, et c'est là qu'ils font la conservation du vin. Alors, les bâtiments que je vous ai présentés jusqu'à présent étaient des bâtiments en pierre massive. Là, celui-là, c'est seulement de la pierre accrochée sur un mur en béton. Ça se trouve à Amman, en Jordanie. Donc, Amman est une ville que l'on appelle la ville blanche à cause du calcaire. C'est un lycée français, donc c'est pour ça que ça a été construit par des architectes français. Et donc ce bâtiment utilise aussi l'inertie de la pierre pour le confort d'été sans climatisation. Un autre projet qui lui est en France, toujours avec du calcaire et là encore de la pierre agrafée, c'est un projet qui combine la réhabilitation d'un hôpital existant en pierre et une partie neuve avec des facettes, on le voit ici, et en fait parce que c'était une ville dans laquelle il y avait des diamantaires, donc ça rappelle un petit peu cette forme en diamant. En Lorraine, encore avec du calcaire, puisqu'il y a beaucoup de calcaire en Lorraine, là c'est un bâtiment, c'est un centre de santé, et les architectes avaient choisi de construire un bâtiment avec des matériaux nobles, des matériaux bruts aussi pour rassurer les patients qui y viennent. Et là vous voyez qu'il y a l'épine dorsale du bâtiment qui est en pierre massive, et puis tout autour il y a un mur très épais, à ossature bois, avec une forte isolation, donc inertie thermique par le mur central en pierre, et puis autour une enveloppe très bien isolée. Ça, c'est un projet qui illustre un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'acupuncture urbaine. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment refaire la ville sur la ville, et pour le faire, c'est arriver à faire des interventions qui densifient la ville, tout en la rendant plus attractive. Et vous voyez, là, il y avait un cœur d'îlot, et à l'intérieur de ce cœur d'îlot, ils ont construit cette maison, c'est à Lyon, une maison avec une galerie d'art. Et regardez ce que donne l'intérieur. Je dois dire que c'est un endroit qui me fait assez rêver par la chaleur de cette matière. Ça se trouve donc à Lyon et aussi par l'agence Perrodin.
Mais on ne fait pas que des maisons de standing ou des maisons un peu luxueuses avec de la pierre massive. On peut aussi faire des logements sociaux comme ici. Ces 2 immeubles avec en tout 16 logements, c'est dans la banlieue parisienne par les architectes Eliette et Lehmann. Et là vous voyez, c'est vraiment de la pierre massive, c'est pas agrafé sur du béton. Et pour terminer ce tour d'horizon très rapide sur la pierre, avant de passer à la terre, voici le témoignage de Gilles Perrodin. C'est le matériau le plus écologique qu'on puisse trouver aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de coût de fabrication, pas de coût d'énergie pour le fabriquer, puisqu'il est déjà fabriqué. Ces coûts de mise en forme, si je puis dire, sont très faibles, et ensuite le montage se fait par un assemblage qu'on appelle un assemblage à sec, donc qui ne demande pas d'eau, donc c'est un matériau tout à fait adapté au futur. De plus, il est très économique parce qu'il est extrêmement abondant. On trouve de la pierre partout, sur tous les secteurs, j'allais dire, dans tous les pays du monde, sur toute la Terre, puisque j'ai toujours proposé de débaptiser la Terre pour l'appeler la pierre, puisqu'en fait la Terre, c'est de la pierre. Son recyclage est extrêmement facile, puisqu'on peut toujours redémonter un bâtiment en pierre pour en reconstruire un autre avec exactement la même pierre, sans être obligé de la transformer, sans être obligé donc de dépenser de l'énergie pour pour déconstruire en fait et refaire un autre bâtiment. Et enfin, j'ajouterais que c'est un matériau extrêmement sain, puisque comme il n'a pas besoin d'être fabriqué, il ne contient aucun produit chimique. Et les habitations qu'on réalise, nous, aujourd'hui, en pierre massive, sont des habitations de très très grand confort. Parce qu'on a cette qualité de la pierre qui est celle de l'inertie thermique et qui est extrêmement favorable, principalement au confort d'été, mais aussi au confort d'hiver. Voilà, donc vous avez compris que ce pionnier de la terre massive est complètement dans son matériau et tout à fait qu'il en est tellement convaincu qu'il est vraiment arrivé à entraîner avec lui des disciples, que ce soit dans ses cours à l'école d'architecture de Montpellier, à travers ses livres et aussi à travers l'Académie de la pierre qu'il a créée. Alors à gauche, c'est la pierre, la fameuse pierre du pont du Gard. À droite, c'est du pisé, de la terre. Donc vous voyez que ces 2 matériaux sont vraiment des matières en grains extrêmement proches. Donc après avoir vu des architectures de pierre, regardons maintenant des architectures de terre, et aussi selon le même principe. Quelle est la ressource? La ressource, il y en a aux 4 coins du monde, et comme le montrent ces images, et d'ailleurs si vous allez sur le stand du pavillon de la France, juste un étage plus bas, à quelques pas d'ici, vous pourrez tremper les mains dans ces différentes couleurs de terre qui vont vraiment de l'argile verte jusqu'à des terres très rouges au Brésil et ailleurs. Donc la ressource, elle est abondante, il y en a partout. Ce n'est pas un matériau renouvelable comme les matériaux en fibre dont je parlerai mercredi, mais au moins c'est un matériau qui, si on ne lui adjoint pas du ciment ou de la chaux, peut en fin de vie du bâtiment retourner à la terre et sans aucun problème de déchets. Alors la matière, c'est une matière qui est riche, c'est une matière qui est belle, et personne ne l'a aussi bien analysé, étudié que Cratère. Cratère a été fondé il y a maintenant 33 ans, c'est 34, c'est la chaire UNESCO des constructions en terre, des cultures constructives et du développement durable, et c'est une chaire qui a d'abord travaillé sur les bâtiments existants, sur le patrimoine, c'est pour ça que c'est une chaire UNESCO, sur l'analyse et la rénovation du patrimoine. Après, elle a commencé à travailler de manière scientifique sur la matière et à travailler aussi à des constructions de l'habitat social, par exemple, parce que
encore aujourd'hui, à peu près 40% de la population mondiale vit dans des architectures de terre, dans des maisons de terre. Et la grande particularité de Cratère, ce qui fait aussi sa richesse, c'est qu'elle va de la science à l'art et de la construction à l'architecture. Et étant moi-même professeur honoraire de la chaire Cratère UNESCO, c'est ce que j'essaye de faire à travers cette conférence. Donc, quand on parle de la matière, il y a déjà la manière sensible de comprendre la matière. Et vous voyez là ces enfants, par exemple, qui sont en train de se promener sur du sable, sur des galets, des gravillons, font vraiment l'expérience tactile, l'expérience haptique de ces différents grains, mais il y a bien sûr aussi l'approche scientifique, et l'approche scientifique, c'est l'analyse de la terre. Est-ce qu'on peut construire avec n'importe quelle terre? Eh bien oui, mais ça dépend quelle technique. On va tout de suite voir les différentes techniques de construction en terre, et selon la technique que l'on choisit, on doit rajouter quelquefois quelque chose, c'est-à-dire un peu plus de sable, un peu plus d'argile, peut-être aussi des fibres, mais on peut construire quasiment avec toutes les terres. Et si dans le pays où vous habitez, vous avez envie de voir si on peut construire avec la terre de votre pays, du site où vous avez envie de faire un bâtiment, il suffit que vous envoyiez 2 ou 3 kilos à Alba, à Cratère, à l'école d'architecture de Grenoble, et elle va faire l'analyse qu'elle est en train de faire ici, et qui vous donne la proportion des différents éléments. Donc là, vous voyez ici, vous avez un tas de terre, et elle arrive avec ses différents tamis à la réduire. Donc ça, c'est des cils, c'est quasiment de la farine, si vous voulez, c'est vraiment très très léger. Là, on a des limons, après on a du sable, après on a des petits gravillons, des gravillons plus gros, des graviers, et puis même carrément des galets. Et selon le type de technique que vous voulez utiliser, vous ne garderez soit que ces trois-là, par exemple pour des enduits, vous garderez cela pour des briques de terre compressées, et puis vous prendrez surtout cela si vous voulez faire du pisé. Alors ça, c'est le côté un peu artistique de la terre, mais sur le terrain, c'est quelque chose de beaucoup plus physique. Mais là, vous voyez la proportion, on a de la terre, du sable et des graviers. Et puis, pour certaines techniques, en particulier pour les enduits, mais aussi pour la bauge ou pour les adobes, on rajoute aussi de la paille, et puis du chanvre, du lin. Donc vous voyez différents types de fibres, plus ou moins fins, selon ce que l'on veut faire avec. Et ensuite, quand on veut mélanger les fibres et la terre, eh bien, soit c'est pour de l'enduit, et là on le fait avec une machine, ou alors c'est un peu plus ludique, et on le fait soit soi-même quand c'est des petites quantités, ou alors on demande à des buffles de le faire, ou alors on prend une bétonnière. Mais ça demande plus d'énergie. Alors, la Terre, dans tous ses états, et là on commence à avancer dans l'étude scientifique de la Terre, vous voyez que la Terre a des états fort différents. Donc là, c'est à l'état sec, état humide, état plastique, visqueux, liquide. Vous imaginez bien que pour nous, l'état sec n'est pas très intéressant. Quand je dis pour nous, je veux dire pour les architectes, pour la construction, et l'état liquide, pas vraiment non plus, sauf si on veut faire de la terre coulée entre des coffrages, par exemple des coffrages en roseau. Et c'est là, c'est pour cela que Cratère, qui est aussi un centre de formation, a créé ces festivals, les festivals Grains d'Isère. Le 14e a eu lieu cette année, donc ils ont lieu soit au Grand Atelier de Villefontaine à côté de Lyon, soit à l'école d'architecture de Grenoble. Et vous voyez que c'est une manière aussi, avec des scolaires, avec des étudiants en architecture, avec des architectes déjà confirmés, d'approcher les caractéristiques de la matière. Donc une des choses que vous pouvez aussi voir sur le pavillon de la France, si vous y alliez, ça c'est le genre de manipulation qu'on peut faire soi-même. On va regarder la ségrégation granulaire. Le sapin. Cette bouteille contient un mélange de grains de taille différentes, de gros grains blancs et de petits grains rouges.
Au fur et à mesure que le monticule s'élève, à chaque avalanche, le mélange s'écoule sur la pente du tas. Les grains se séparent alors selon leur taille. Les plus petits, qui ont un angle d'avalanche plus grand, restent plutôt au centre, tandis que les plus gros roulent sur les côtés. Donc là, vous voyez bien les petits grains rouges et les gros grains blancs. Et donc, vous pouvez faire ça sur le pavillon. Ce phénomène, appelé ségrégation granulaire, se produit chaque fois que des grains différents sont mis en mouvement. Un autre effet physique qui est très important, c'est la cohésion capillaire. Donc là, vous voyez comment ces deux billes, ces deux grains de sable qui sont symbolisés ici par deux billes, comment est-ce qu'ils sont collés quelque part. Le pont capillaire entre deux billes. Toutes ces expérimentations ont été faites, pensées par Crater et en particulier Romain Anger et Laetitia Fontaine, qui sont deux jeunes chercheurs. C'était eux qui avaient fait l'introduction matière première à la Villette, à la Cité des Sciences de la Villette en 2009. Entre les deux billes de verre, la goutte d'eau forme un pont capillaire. Comme la sphère, ce pont d'eau est une surface mathématique minimale. Alors, une conséquence de la cohésion capillaire, c'est cette autre expérience. La stalagmite de sable. Donc, dans un premier temps, il verse uniquement du sable. Donc, il fait un tas de sable avec, vous voyez cet angle d'avalanche, qui est toujours le même pour chaque type de sable en fonction du diamètre des grains. Donc là, il fait la même chose, mais en ayant mis un peu d'eau en bas. La présence d'eau au fond de l'assiette conduit à une structure beaucoup plus verticale, fruit de l'action conjuguée des remontées capillaires et de la cohésion capillaire. C'est la physique des milieux granulaires humides, ou physique du château de sable, qui s'applique alors. Alors, toujours dans ces mêmes expériences qui ont été développées par Crater, il y a le phénomène de blocage. Il y a aussi une expérimentation là-dessus dans le pavillon de la France, mais elle est beaucoup moins explicite que cette image, où on voit vraiment où sont dirigées les lignes de force, et cela montre aussi, c'est quelque chose qui s'applique en particulier au pisé. Et ça explique aussi pourquoi, quand on construit en pisé, on a absolument besoin d'avoir des cailloux plus gros. Les grains photoélastiques. Placés dans un faisceau d'une lumière particulière appelée lumière polarisée, un matériau photoélastique change de couleur quand il est comprimé, permettant de visualiser les contraintes à l'intérieur de la matière. Des grains plats ont été découpés dans un matériau photoélastique. En exerçant une pression verticale sur les grains,
les chaînes de force se matérialisent sous la forme de lignes lumineuses et colorées. Et cela, ça nous dit deux choses. La première, les arcs et les voûtes décrits dans les expériences précédentes ne sont que la partie visible d'un réseau de chaînes de contact entre les grains, grâce auxquelles les forces se propagent et se distribuent dans la matière. Ces chaînes de contact ont tendance à dévier les forces verticales sur les côtés. Ainsi, les forces de compaction ne parviennent pas jusqu'en bas. Et la conséquence, c'est que quand on fait du pisé, il faut faire des couches qui ne sont pas trop épaisses, parce qu'autrement les couches du bas ne sont pas du tout compactées et donc ne sont pas résistantes. Et ça explique aussi pourquoi il faut que les banches soient tellement fortes, parce que les banches doivent résister à des pressions extrêmement fortes. Alors, je vous ai dit, Cratère s'est d'abord intéressé au patrimoine et à sa sauvegarde, à sa rénovation. Ensuite, ils ont travaillé sur la physique des grains. Et il y a aussi une association qui s'appelle Aster, qui, elle, rassemble aussi pas mal d'artisans, qui s'est créée. Et en 2012, en septembre 2012, il m'avait demandé d'être marraine des assises de cette association Aster. Et j'ai essayé de dire un truc pas trop idiot, et je leur ai dit, mais vous savez, maintenant j'ai l'impression qu'en France, le temps est mûr pour qu'on fasse un premier prix national des architectures en terre crue. C'est quelque chose qui n'existait pas encore au niveau international. Ils m'ont dit TACA, mais bien sûr on n'avait pas de budget. Mais il y avait deux personnes extrêmement importantes. À gauche, c'est Patrice Dehatt, un des fondateurs de Cratère. Et à droite, c'est Jean Dethier, qui a travaillé très longtemps au Centre Pompidou, et c'est lui qui, déjà dans les années 80, a fait l'exposition sur les architectures de terre au Centre Pompidou. Et avec ces deux complices, nous avons créé ce premier prix national des architectures en terre crue. La plupart des projets que je vais vous montrer maintenant, dans tous en fait, sont des projets qui ont reçu un prix. À cette manifestation. Les prix ont été remis dans le cadre du 13e Festival Grain d'Isère l'année dernière en juin. Donc, pratiquement toutes les différentes techniques étaient représentées. Les premières, c'est Adobe et bloc de terre compressé. Donc, ce que vous voyez ici, c'est Martin Raor, le grand spécialiste de la terre crue au niveau international, mais en particulier du pisé. Mais là, il nous fait une brique d'Adobe. Donc, vous voyez, il l'a fait en mettant un mélange de terre et de fibres dans un moule en bois. Et ça, c'est un mur qui se trouve au centre de la terre à Marrakech et qui est aussi en Adobe. Et là, c'est des briques de terre compressées que vous pouvez voir le long de la route à Marrakech et que vous pouvez aussi trouver dans beaucoup de pays d'Afrique. Alors, en France aussi, on construit en Adobe, mais c'est vraiment pas facile parce que ça, c'est un projet qui se trouve en Corse, mais ils ont mis presque 20 ans à le réaliser. C'est un auditorium de musique vocale qui se trouve à Pigna. Donc, vous connaissez peut-être les chants corses. Donc, c'est une association qui est là pour la sauvegarde des chants corses qui a décidé de créer cet auditorium. Et cet auditorium est couvert par une coupole qui est la plus grande coupole en adobe d'Europe, qui fait 8 mètres de diamètre et qui a été qui a eu l'aval, enfin pas l'aval, mais en tout cas qui a eu le soutien moral et intellectuel d'Hassan Fati, puisque c'est une colonne faite selon la technique pardon, pas une colonne, une coupole qui a été faite selon la technique nubienne. Donc là, vous voyez la pose des dernières adobes et puis aussi le système constructif. Alors tout ce que je vous montre ici est aussi sur notre exposition qui se trouve, notre exposition virtuelle qui se trouve sur le pavillon de la France. Et si vous regardez sur l'application de la France, vous pourrez voir aussi pour tous ces projets une photo, et dans l'exposition, là, vous pourrez voir entre 5 et 8 photos, y compris ces images-là. Alors, un autre projet qui, lui, est beaucoup plus simple par la technique, mais qui est intéressant parce que là encore, il mêle plusieurs matériaux éco-sourcés, c'est-à-dire pour l'extérieur, un socle en pierre, une ossature bois, mais à l'intérieur, un grand mur en briques de terre compressées, qui a permis aussi localement
de former des maçons à la technique des murs en pierre compressée. C'est la maison du parc naturel régional du Gâtinais. En France, les maisons du parc, les parcs nationaux en général, ont vraiment une action très forte en faveur des matériaux écolocaux selon ce qu'ils ont sur leur territoire. Et là, c'est un mur donc, qui a été fait en briques de terre compressée, mais qui a été ensuite enduit, et c'est quelque chose qui est très intéressant au niveau hygrothermique. Alors en France, on a aussi une très grande tradition de torchis ou d'enduit. Alors bien sûr, vous connaissez certainement la petite France en Alsace. C'était un clin d'œil à mon ami Albert Dubler, mais malheureusement il est pas là, mais on lui racontera. Et pour vous montrer à quel point c'est une technique qui est ancienne, ça c'est un bâtiment qui a été aussi un des lauréats du prix des architectures de terre 2013, parce que c'est la rénovation de 150 mètres carrés de torchis sur une halle médiévale qui est une des plus vieilles halles de marché de France. Elle a été construite au début du XIVe siècle et elle est toujours en utilisation pour les marchés, mais aussi pour des spectacles. Donc la technique, c'est toujours la même depuis très très longtemps, c'est-à-dire que vous avez un réseau qui peut être soit en osier, en bambou, en noisetier, selon ce que vous avez à disposition, et puis dessus vous mettez de chaque côté plusieurs couches de terre. Alors surtout n'en mettez pas une seule, parce qu'après vous avez des fissures importantes. Il faut mettre une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Et je vous ai dit que Cratère avait commencé par la rénovation, enfin par s'intéresser au patrimoine, mais aujourd'hui Cratère fait aussi beaucoup d'études sur des techniques plus innovantes, comme là, ici par exemple, ils ont essayé de faire une espèce de torchis, un enduit projeté sur du tissu. Là, c'est un autre type d'enduit qu'ils ont fait sur des lames assez fines en bois. Alors bien sûr, quand on passe un enduit, on peut le faire de deux manières. Soit on le fait directement à la main, et là vous pouvez voir la beauté du geste, mais vous pouvez aussi le faire avec une truelle et puis un support, et hop. Mais je vous assure, pour l'avoir déjà essayé, que ça demande une certaine expérience pour arriver à le faire correctement. Et les grands spécialistes des enduits en terre, ce sont les Japonais, et chaque année au Festival Grain d'Isère, on a 2 artisans japonais qui viennent nous faire des démonstrations. Donc vous voyez aussi ce qu'on peut faire à partir des enduits. Donc on peut introduire des végétaux, on peut travailler sur la couleur. Vous vous rappelez tout à l'heure, au début, je vous ai montré les différentes couleurs de terre. Donc là vous voyez, c'était toutes des essais qui avaient été faits avec des craquelures volontaires, avec des incrustations de cailloux plus ou moins gros. Donc on peut vraiment travailler là-dessus. Et un des supports pour les enduits terre, parce qu'il apporte aussi de l'isolation, c'est ici du roseau. Donc vous mettez une couche de roseau et le roseau prend très bien l'enduit. Et ça, c'est les cloisons d'une maison qui a été aussi lauréate du prix des architectures de terre, et dans lequel il y a au centre un mur porteur en pisé. Donc là vous voyez, dans le même bâtiment, il y a une combinaison de pisé et d'enduit terre. Alors ça, les enduits terre, on peut les faire à l'intérieur d'une maison, mais on peut aussi faire des installations avec. Ça, c'est Kinya Maruyama, c'est un architecte japonais qui vient aussi chaque année au Festival Grain d'Isère nous faire ce type d'installation à base de faisceaux de roseaux ou de paille de seigle ou autre, toujours avec des formes un peu fantastiques, un peu féeriques. Voilà, donc ça c'est Kinya à nouveau. Et un de ses projets a été aussi lauréat. C'est un projet qu'il a fait dans le cadre du parcours à Nantes, qui s'appelle le Jardin étoilé, et qui a été réalisé à la fois par des enfants des écoles de Paimboeuf, des étudiants en architecture de Nantes et des collégiens. Donc un travail participatif qui
qui est un travail pérenne, donc qui existe depuis 2007. Donc c'est un travail où il y a à la fois de l'enduit sur bois noué et puis du pisé, et ça nous permet d'arriver à la dernière technique, celle qui est actuellement vraiment en train de se développer fortement, qu'on peut appeler aussi le béton de terre. Donc la tradition, je suis sûre que vous avez, même si vous n'en rappelez pas, déjà vu en France des bâtiments en pisé. Il y en a beaucoup dans le Massif central, mais aussi en Isère, dans le Dauphiné, puisque jusque dans les années 50, il y avait jusqu'à 80% des bâtiments construits dans le Dauphiné qui étaient construits en pisé. Dans d'autres régions de France, comme la Normandie ou la Bretagne, et là c'est plutôt en Bauge. Donc là, vous voyez, on a des bâtiments anciens donc dans le Massif central. Et donc, ça pose aussi la question de la rénovation de ces bâtiments. Et là, c'est aussi un travail qu'a fait Cratère. Donc là, vous voyez, c'est le mur existant en pisé, et puis on rajoute cette isolation en roseau, et puis un enduit. On peut même mettre du chauffage. Alors, dans les années 80, il y a eu, après l'exposition de Jean de Thiers avec Cratère au Centre Pompidou à Paris, ils ont créé un ensemble de logements sociaux, une soixantaine de logements sociaux, qu'ils ont appelé le domaine de la Terre, c'est à Villefontaine, donc un endroit où traditionnellement il y avait beaucoup de constructions en pisé, c'est entre Grenoble et Lyon, et ça c'est le bâtiment de Jourda et Pérodin, donc c'est des bâtiments, des maisons doubles, mais il y a beaucoup d'autres techniques utilisées dans ce domaine de la Terre. Alors la technique, vous le voyez, c'est une de mes anciennes étudiantes qui fait ça très élégamment, et en fait, vous avez des banches. Et puis, entre les banches, vous faites des couches. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire des couches trop épaisses. Et puis après, on dame la couche. Et puis après, on décore. Donc ça, c'était un bâtiment qui a été fait dans le cadre du festival Grain d'Isère 2013. Et donc, vous voyez, c'était une des rares journées où il a fait beau de cette année-là. Le festival dure toujours 2 semaines, et donc vous voyez, ils ont d'abord damé les différentes couches, et puis là, ils sont en train de décoffrer. Et avec cette technique, il y a actuellement plusieurs bâtiments qui ont été construits en France. Alors ça, c'est un bâtiment qui vient juste d'être inauguré, c'est en Alsace. C'est un musée, un centre d'interprétation archéologique. Vous voyez, ça c'est un mur trompe sur le pignon sud. Et donc, ils ont fait d'abord, avec du pisé sur place, une première paroi, donc vous voyez à peu près d'une trentaine de centimètres d'épaisseur, et après ils ont rajouté un deuxième mur qui lui était en éléments préfabriqués avec de l'isolant entre les deux. Et là vous voyez donc à la fois une technique archaïque qui est celle du pisé, et puis devant un système de murs rideaux très innovant pour arriver à faire un mur trompe, et donc récupérer la chaleur qu'il y a dans l'épaisseur entre ces deux types de parois. Il y a d'autres bâtiments qui ont été faits selon le même système à Rennes. Qui est-on? Ça, c'est l'utilisation d'autres types de caractères intéressants de la terre, qui est son aspect apaisant, son aspect haptique, et c'est un espace d'accueil pour les personnes autistes. Et l'architecte d'intérieur Léna Rio a fait autour du patio central, vous voyez cette espèce de matrice tout en pisé. Et il y a déjà à peu près 7 ans que le bâtiment est construit. Et pour en avoir discuté avec les thérapeutes, les gens qui s'occupent des jeunes autistes qui sont là, ça a vraiment un effet apaisant sur eux. Ça, c'est le bâtiment qui a gagné le premier prix l'année dernière. C'est un espace rural de proximité à côté de Clermont-Ferrand, donc dans un endroit où traditionnellement on faisait des constructions en pisé. C'est un espace rural de service de proximité, c'est-à-dire c'est un petit village. Il leur manquait 2 choses. Il leur manquait une supérette pour les achats de proximité, et il leur manquait un cabinet médical. Vous savez qu'en France, on est en train de devenir un désert médical dans les campagnes, et donc
la commune et la communauté de communes a voulu mettre à disposition. Ici, au rez-de-chaussée, c'est un casino, on voit l'entrée du casino ici, et au-dessus, en Douglas, qui est un bois local, le centre de santé. Donc vous voyez ce que ça donne à l'intérieur, aussi quelque chose de rassurant. Tout à l'heure, c'était de la pierre qu'ils avaient choisi, là c'est de la terre. Et au niveau technique, ils ont utilisé dans les angles, puisqu'il faut renforcer les angles, régulièrement des éléments en chaux pour stabiliser les angles du bâtiment. Donc ça c'est traditionnel, et ça par contre c'est contemporain, c'est l'architecte Boris Boucher a choisi ça, c'est-à-dire un élément très fin en métal, une cornière métallique pour assurer les linteaux. Une autre maison de santé en Lorraine, avec un mur central en pisé, préfabriqué, et puis tout le reste est en bois. Et maintenant, le plus grand bâtiment en pisé en France, il a été inauguré il y a 15 jours à peu près, c'est le Conservatoire européen des échantillons de sol de l'INRA à Orléans. Et donc vous voyez, ce mur-là, c'est un mur en pisé, et dans un coffre en pisé sont conservés les échantillons de sol de toute l'Europe. Donc là vous voyez la technique, donc toujours ces banches, c'est comme le béton, hein, et puis ce damage. Mais là, comme c'était un bâtiment d'une grande envergure et qu'on ne peut travailler en pisé qu'à peu près du mois de mai, avril-mai, selon les endroits, avril-mai à octobre, ils ont fait des éléments qui permettent de vider une plus grande quantité de terre à la fois, avant de damer. Alors, le grand pionnier, je vous ai déjà montré une photo de lui tout à l'heure, le grand pionnier de la terre, c'est Patrice Doat. Alors, ce qui est difficile sur ce matériau-là, c'est d'abord l'étonnement. C'est-à-dire que, finalement, penser construire en terre avec un matériau si fragile, c'est étonnant, c'est pas possible. Donc, on est dans un mode de réaliser l'impossible possible. Donc, et ça, quelque part, c'est typiquement une culture architecturale, parce que l'architecte va réfléchir du concept global. En fait, on a affaire à deux cultures qui sont soit complémentaires, soit opposées. Vous avez la culture architecturale qui va, elle, d'une façon très simple, protéger un matériau qui a des résistances mécaniques qui sont faibles et qui, vis-à-vis de la pluie, des intempéries et tout, ne résiste pas. Donc cette culture architecturale, finalement, elle permet de protéger le matériau. Et vous avez une autre culture, qui est la culture technique de l'ingénieur, qui va, lui, regarder uniquement le matériau et va essayer de le stabiliser et de le renforcer. Donc soit on comprend la matière, on la protège parce qu'elle est fragile, soit on comprend la matière, mais que la matière, et on va protéger uniquement par la stabilisation le matériau. Ce qui est deux choses qui sont un peu opposées au niveau pensée philosophique. Voilà, l'architecte il protège, l'ingénieur il protège son architecture, l'ingénieur il protège le matériau. Voilà, et je pense que ça c'est vraiment des différences fondamentales. C'est effectivement quelque chose de très important. Pour protéger l'architecture, on lui met des bonnes bottes et un bon chapeau. Pour ce qu'on appelle stabiliser le matériau, là on met un certain pourcentage de ciment ou de chaux. Les projets que je vous ai montrés jusqu'à présent étaient des projets français, mais la terre aujourd'hui est sortie de la marginalité, entre autres parce que des grands architectes qui ont gagné le Pritzker Prize, donc des architectes très reconnus, l'ont aussi utilisé. C'est le cas du bâtiment de Wangshu, que vous voyez ici. Ça, c'est un bâtiment qui vient juste de terminer sur le campus de son académie des Beaux-Arts. Et c'est un bâtiment justement où il a travaillé avec deux jeunes de Cratère, puisque je vous l'ai dit, Cratère est vraiment l'institut reconnu au niveau international sur la Terre. Ça, c'est un autre projet auquel participe Cratère, un projet de Renzo Piano. C'est un chai qui, lui, est en construction.
Et puis, Crater est aussi très proche de Martin Rauch, dont je vous ai montré tout à l'heure une image. C'est lui qui est en train de nous faire une brique d'adobe. Lui, sa grande spécialité, c'est le pisé. Et il vient de réaliser ce bâtiment-là, qui est un bâtiment dessiné par une autre agence qui a gagné le prix Scott Prize, c'est Herzog et de Meuron, ce sont des Suisses. Et pour faire ce bâtiment, qui est le plus grand bâtiment en pisé d'Europe, qui fait, je crois que c'est 5000 mètres carrés, je vous ai dit, on peut construire, surtout en Suisse, que d'avril à octobre. C'était pas possible de le faire sur place. Donc il a fallu faire de la préfabrication. Et Martin a créé la première chaîne de fabrication du pisé. Et pour l'avoir visité, je vais partager avec vous quelques images. Donc voilà, c'est la photo que j'ai fait la première fois où je l'ai visité et je trouve ça quand même assez impressionnant. Donc c'est 50 mètres de préfabrication du pisé. Alors vous vous rappelez ce que je vous ai dit, d'abord il faut mettre les couches de terre. Alors là, ils font des couches qui font à peu près 20 cm d'épaisseur. Donc ils ont créé une machine à partir d'une machine que normalement on utilise pour les travaux publics, donc pour faire une première, pour faire la couche. Et puis après, ils ont créé une deuxième machine, qui est une machine qui dame les couches. Donc d'abord, il y a quelqu'un qui l'égalise un petit peu, et puis après, il dame. Alors, je vous précise que tous les gens que vous voyez travailler là, c'est tous des jeunes architectes ou ingénieurs qui travaillent dans l'équipe de Martin Rauch. Donc il est en permanence entre 10 et 15 architectes et ingénieurs du monde entier qui travaillent chez lui. Et une fois qu'on les a fabriqués, ces éléments préfabriqués, il faut aussi les stocker, puisqu'ils ont travaillé tout l'hiver pour préfabriquer ces éléments qu'ils ont après montés pendant l'été. Et vous voyez, ils les ont superposés sur plusieurs étages. Et ce que vous voyez là, c'est la sœur de Martin Rauch en train de remplir, parce que dans les premiers éléments qu'ils avaient préfabriqués, il y avait un petit peu, le mélange n'était pas encore complètement au point. Et vous voyez qu'un des avantages de ce matériau, c'est que quand il y a des petits creux, eh bien, comme on a toujours la même matière, eh bien, on peut venir faire l'égalisation. Alors pour terminer, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les matériaux en matériaux biosourcés, je vous invite à aller sur le stand de la France et à prendre ce magazine qui est le catalogue du pavillon de la France. C'est un magazine dont je suis rédactrice en chef et je suis donc en même temps commissaire de l'exposition. Donc Welcome to the French Pavilion. Qu'est-ce que vous pourrez y voir? Vous pourrez y voir le travail de nos amis du Cluster Lumière, que je tiens vraiment à remercier, parce que non seulement ils ont été nos mécènes sur ce pavillon, mais ils ont été aussi de vrais partenaires, et c'était un vrai plaisir. Merci à vous. Vous pourrez aussi voir à 10h, à midi, à 2h de l'après-midi, à 4h de l'après-midi, pendant 20 minutes, ce type d'expérimentations qui sont faites en live devant vous par deux jeunes d'Amaco, qui est l'Institut de pédagogie de Crater. Et puis il y a aussi en permanence sur le stand à la fois des exemples de fibres, des exemples de ces terres que je vous ai montré tout à l'heure, et puis il y a aussi différents éléments d'expérimentation que vous pouvez librement utiliser pour refaire un petit peu ce que je viens de vous montrer. Et puis pour terminer, eh bien, qu'est-ce que vous allez apprendre avant tout là-bas? C'est à faire un super pâté de sable. Vous pouvez déjà réfléchir aux questions que vous allez me poser tout de suite. Alors vous voyez, on peut armer, bon, oui, on peut soit mettre du ciment ou de la chaux dans la terre pour la stabiliser, mais ça je vous le déconseille fortement, parce que si vous faites ça, vous ne pourrez plus
après remettre la terre dans la terre, puisque elle aura été souillée quelque part par le ciment ou le béton, mais vous pouvez aussi la renforcer par des fibres, et c'est ce que Romain est en train de faire là. Quand je vais avec mes étudiants de l'école d'architecture de Strasbourg ou de Stuttgart là-bas, c'est une de leurs occupations préférées. Je crois qu'ils ne sont jamais arrivés à plus que 5 ou 6 kilos. Mais vous allez voir que Romain, qui a l'expérience, fait bien mieux. Là, c'est 9 kilos, mais vous allez voir, il y a reprend en traction la poussée horizontale des grains et empêche l'effondrement du pâté de sable, augmentant considérablement sa résistance. Alors bon, Romain ne fait pas 90 kilos, il doit faire 50 et quelques kilos, mais quand même.